après-midi. Je leur laisse tout de suite la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci d'assurer la présidence de cette séance. Effectivement, je pense que c'est plus fluide et plus simple ainsi. Et vous venez de le dire, nous avons mené avec Julie Laernous depuis maintenant près de 6 mois des auditions sur un rapport pour établir les suites de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Et nous proposons aussi par la même occasion de discuter, de débattre et de voter une proposition de résolution européenne sur le sujet. Il y a maintenant un peu plus d'un an, vous le savez, s'achevait sous présidence française de l'Union européenne la conférence sur l'avenir de l'Europe qui s'était tenue à Strasbourg, à laquelle j'avais participé au titre de l'Assemblée nationale. Et l'exercice lancé à l'initiative du président de la République Emmanuel Macron était alors inédit et constituait une innovation politique et démocratique, puisqu'il s'agissait pour la première fois dans l'histoire de notre Union d'une initiative visant à réformer l'Europe autrement, à la penser différemment et de le faire avec la participation d'une partie des citoyens européens en lien avec les parlementaires européens et les parlements nationaux. À l'issue de ces travaux, chacun s'accorde à reconnaître le succès que représentent les 49 recommandations et recueilli tout à la fois l'assentiment des citoyens qui avaient été désignés, des parlementaires européens, des parlementaires nationaux qui y participaient, des représentants du Conseil, de la Commission européenne, de la société civile, mais aussi des partenaires sociaux. Et donc ce rapport qui a été issu de la conférence est un premier pas important pour faire avancer le débat européen et envoie un message clair et sans ambiguïté. Nous voulons adapter l'Europe aux défis de notre siècle, la changer pour plus de démocratie au sein de ses institutions, pour qu'elle protège mieux les citoyens européens dans un contexte géopolitique bouleversé par les crises. Le travail mené par les citoyens au sein de la conférence durant une année ne doit toutefois pas se cantonner à un exercice de style, et il exige, je crois, de nous que nous lui donnions une suite. C'est le sens de ce rapport, et être fidèle au fond à une phrase qu'avait prononcée le président de la République à Strasbourg au moment de la restitution, qui parlait du serment de Strasbourg. Et donc je crois que nous devons être fidèles à ce serment. Et le rapport et la proposition de résolution que nous vous présentons aujourd'hui ont pour objectif de faire le point sur les états d'avancement de cette conférence et puis d'encourager la mise en œuvre des conclusions qui ne l'ont pas encore été. Il faut qu'on soit extrêmement clair. Je disais en préalable que cette conférence a été un succès parce qu'elle a été capable de rassembler pendant un an, dans un contexte de Covid, des personnes venues de l'ensemble du continent européen, des parlementaires nationaux, des parlementaires européens. Mais elle ne sera réellement un succès plein et entier que si les conclusions sont mises en œuvre. Et donc le succès est partiel, quelque part, si je puis le dire ainsi. Et donc rien ne doit s'opposer à ce que les 49 recommandations et plus de 326 mesures soient mises en œuvre. Elles peuvent être, pour la plupart d'entre elles, à traité constant. D'ailleurs, les institutions ont déjà lancé beaucoup de réformes. Mais pour autant, à traité constant, nous ne serions pas à la hauteur du serment de Strasbourg que j'évoquais. Et les recommandations parmi les plus emblématiques de la conférence nécessitent une renégociation, une révision de nos traités. Alors pourquoi revoir nos traités? Je voudrais préciser quand même au préalable que lorsque l'on mène des réformes, celles-ci doivent se concentrer sur des objectifs politiques et non pas sur des instruments. Et donc, un changement de traité, ce n'est pas un projet. C'est un outil possible au service d'une ambition politique. Et je pense que c'est important de le préciser. On ne réforme pas les traités pour le plaisir de réformer les traités. On n'a pas fait une conférence sur l'avenir de l'Europe pour réviser les traités, mais parce qu'on suit des objectifs politiques. Et si pour atteindre ces objectifs politiques, il faut être capable de repenser nos traités, alors il faudra passer par là. Alors pourquoi est-ce que nous pensons dans le rapport et la proposition de résolution utile de revoir nos traités? D'abord, pour permettre l'approfondissement démocratique de l'Union en donnant davantage de prérogatives aux citoyens européens et aux institutions européennes. Je pense ici à la possibilité d'organiser un référendum à l'échelle de l'Union, à l'octroi au Parlement européen du droit d'initiative législative ou à la consécration du principe du Spitzenkandidat. Ensuite, parce qu'il faut faire sans tarder changer les modalités de prise de décision dans l'Union européenne. Il n'est plus acceptable qu'un État membre puisse bloquer l'ensemble des négociations. Il y a eu beaucoup d'exemples ces dernières années, je ne reviendrai pas dessus en détail,
mais qui ont fait qu'un État, du fait du principe de l'unanimité, avait quasi un droit de veto sur des décisions européennes et qui a permis ainsi de bloquer ou de ralentir la prise de décision. Et donc, ce que nous proposons, et ce qu'a proposé la conférence sur l'avenir de l'Europe et que nous soutenons, c'est que nous sortions de l'unanimité pour aller partout où cela est possible vers la majorité qualifiée. Enfin, et surtout, et c'est le troisième point, parce qu'au-delà de sortir l'Europe du cadre actuel dans lequel elle se trouve, qui n'est pas suffisamment agile, il convient de préparer l'avenir. Et je crois que la guerre que nous avons à affronter en Europe, en tout cas qui est de retour sur le continent européen depuis 1 an et demi maintenant, change le contexte dans lequel on se trouve. Nous devons partager le sentiment d'urgence d'arrimer au projet européen des États qui sont à notre frontière immédiate et qui sont l'objet de tentatives de déstabilisation, de contrôle, voire d'annexion pour certains, c'est le cas de l'Ukraine, par des puissances extra-européennes, en l'occurrence ici la Russie, mais qui n'est pas la seule à mener des opérations de déstabilisation dans notre environnement immédiat. On le voit dans les Balkans occidentaux. Et donc, cette question de l'élargissement, au fond, est un impératif pour protéger nos intérêts et une question géopolitique majeure. Et au fond, la question pour nous, ce n'est pas de savoir si nous devons élargir l'Union, ni même quand nous devons le faire, mais comment nous devons le faire. Au fond, comment préparons-nous les élargissements à venir et qui sont inéluctables et qui sont partagés par les États européens. Et donc nous devons avoir ces débats qui sont difficiles, mais qui doivent nous permettre de construire une Europe nouvelle, plus agile, plus efficace, plus puissante, plus souveraine. Et je crois que l'Europe de 2030, c'est une formule, pas un objectif, mais l'Europe des années 2030, l'Europe à plus de 30 ne pourra plus être l'Union européenne telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et nous ne pouvons pas nous payer le luxe de fonctionner avec de nouveaux États en gardant les règles qui sont celles que nous avons déjà aujourd'hui et qui parfois se révèlent inefficaces ou qui freinent notre réaction ou nos modes de décision. Et je pense que nous aurons aussi, si nous avons vocation à nous élargir, et c'est ma conviction, que nous aurons à repenser toutes nos grandes politiques historiques, la politique agricole commune, la politique de cohésion, le fonctionnement du marché intérieur. Tout cela devra être évidemment repensé. Donc voilà le principal atout de cette conférence sur l'avenir de l'Europe, préparer l'avenir. C'est pour ça que nous portons ensemble cette volonté de refondation et de révision des traités. C'est ce que le Parlement européen a déjà porté dans une résolution qui a été adoptée le 9 juin 2022. Une nouvelle résolution est en cours de préparation qui pourrait être adoptée prochainement. Et donc, 1 an après les conclusions de la conférence sur l'avenir de l'Europe et 1 an avant les élections européennes de 2024, nous plaidons donc résolument en faveur du lancement d'une procédure de révision des traités qui déboucherait sur la convocation d'une convention. Le traité de Lisbonne, qui est entré en vigueur il y a 14 ans maintenant, doit être revu pour prendre la mesure des attentes de nos citoyens, des faiblesses, des incohérences de notre Union, et puis notre capacité à nous adapter aux changements géopolitiques, à l'urgence climatique, aux évolutions technologiques, sociales, de santé, que nous aurons à relever ensemble à 27.